Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le morning meeting, il est 11h03, nous sommes le 23 mai 2016, donc je viens de vous poster dans la section commentaires l'agenda de la semaine, enfin un résumé. Donc ce lundi ce sont les indices PMI manufacturiers pour le mois de mai, donc la lecture préliminaire, c'est la plus importante, qui influence le marché, et ce matin la dominante, c'est d'une part le ralentissement de l'expansion, façon de parler, hein. En tout cas une dynamique manufacturière au sein de la zone euro qui ralentit dans sa reprise, essentiellement parce que la France décroche, en tout cas s'enfonce en zone de contraction. Ce n'est pas le cas de l'Allemagne et c'est finalement ce qui pénalise l'euro. C'est cette forte divergence qui grandit entre la France et l'Allemagne. Là vous avez le calendrier économique d'AliFX. Pour la France 48,3, le marché attendait 49, c'est pire et donc c'est sous 50 et ça s'enfonce sous 50. Pour l'Allemagne, c'est mieux. 52, on a 52,4. Et donc, au final, c'est l'écart entre les deux pays qui grandit, le spread. La courbe, elle, elle a une pente haussière. Et c'est ce qui, finalement, amène la Banque Centrale Européenne toujours à maintenir donc sa politique monétaire accommodante, la développer et voir pourquoi pas un jour adopter une politique de taux négatif comme le fait déjà la Banque Centrale du Japon, sans succès néanmoins parce que c'est ce que, encore une fois, ont montré ce matin les chiffres de l'activité manufacturière au Japon qui sont très décevants. On parle du PMI manufacturier de la France à 48,3, mais celui du Japon c'est 47,6. Et donc là, c'est un des thèmes d'ailleurs d'inquiétude pour le marché, l'inefficacité pour l'instant, l'inefficacité de ces politiques monétaires de quantitative easing. Mais à court terme, ce n'est pas la zone euro qui stresse le marché, c'est la Réserve fédérale qui a changé de ton la semaine dernière en envisageant de relever ses taux en juin, ce que n'attendait pas du tout le marché, ce que n'attend pas encore réellement le marché. Mais néanmoins, cette posture plus agressive surprend, et le marché n'aime pas, en tout cas ça profite au dollar US. Et n'oublions pas donc dans un mois, pile poil, nous sommes le 23 mai, donc dans un mois, le référendum au Royaume-Uni pour sortir ou non de l'Union Européenne. Autant vous dire que ça en fait quand même un paquet de thèmes d'inquiétude et ça neutralise les prises de risques directionnels sur le marché. Alors, qu'est-ce qu'on retient cette semaine? Qu'est-ce qu'on retient à court terme? Moi, je commence mon morning meeting par ça. Le graphique du dollar américain, ça reste lui qui se reprend le plus au mois de mai. Je pense que c'est pas terminé. Il faut continuer donc de se positionner dans le sens de cette reprise du dollar américain. Et donc en faisant les bons choix. Donc bien sûr, la vente de l'euro-dollar, toujours une bonne stratégie. L'achat de l'USD CAD, attention, les marchés actions canadiens sont fermés aujourd'hui. Et d'autre part, donc cette semaine, parmi toutes les banques centrales majeures, on attend une décision de politique monétaire de la Banque centrale du Canada. Je m'intéresse donc toujours sur le marché des changes à des stratégies d'achat du dollar US. Après 3 semaines de rebond, on dépasse même cette résistance. Donc je pense qu'il y a quand même une bonne probabilité pour que cette expansion du dollar US continue. La prochaine stat US qui va influencer le dollar, c'est les commandes de biens durables et c'est jeudi donc aux États-Unis. Je vous ai posté donc là, regardez à 11h02, un résumé de ce calendrier macroéconomique de la semaine. Alors ce que je vous propose, c'est que nous allons commencer par couvrir les paires de devises majeures, ensuite les indices boursiers, le Bund qui subit directement l'évolution du T-note américain, donc qui lui a subi pour le coup assez fortement la nouvelle posture de la Réserve fédérale. En tout cas, les minutes de la Réserve fédérale la semaine dernière ont explicitement mentionné, c'était donc écrit, que si la macro US confirmait son accélération au second trimestre, ce que suggèrent tous les indicateurs d'activité qui ont été publiés au mois d'avril, la Réserve fédérale donc pourrait relever ses taux au mois de juin. Je vous rappelle, avant de passer au graphique, le calendrier des réunions de la Réserve fédérale. C'est donc voilà, la prochaine décision, c'est le 15 juin. Et là aussi, ce qui alimente la spéculation sur le 15 juin, c'est que cette décision de politique monétaire, elle sera accompagnée d'une conférence de presse de la gouverneure et surtout donc des nouvelles projections macroéconomiques. Donc c'est envisageable que la Fed relève ses taux le 15 juin. Néanmoins, ça me paraît agressif parce que le 15 juin, ce sera quand même 8 jours avant l'organisation du référendum pour ou non le maintien donc, du Royaume-Uni dans l'Union Européenne. Donc c'est peu probable. Probablement que la Fed par contre prépare le marché au 21 septembre prochain. Le marché d'échange, donc le SDCAD, vous venez d'en parler, c'est haussier, il y a du potentiel. Par contre, il faut soigner son timing. RSI prix avance ensemble. Je pense que ce marché continuera de remonter, probablement vers 1,32 voire 1,33. Par contre, pour se positionner, il faut être patient.
Il y a une ligne de tendance haussière en place depuis le 3 mai, 1 point, 2 points, 3 points. Je pense que le marché va dériver à plat et lorsque le marché sera au contact de la ligne de tendance, subira une impulsion positive. Le GBP USD a réalisé la semaine dernière une belle semaine, sans pour autant dépasser les 1,4668 dollars qui avaient violemment bloqué la reprise le 3 mai dernier, lorsque le dollar a commencé de se reprendre. Je pense que désormais nous sommes dans un range sur le GBP USD entre 1,44 et 1,4668. Donc un beau range entre 1,44 et 1,4668 avec donc un pivot assez précis à 1,4500. Honnêtement, j'attends pas grand chose du câble à mesure qu'approche le référendum, à moins d'avoir de nouveaux sondages. La semaine dernière, cette hausse ici du GBP-USD, ça a été la publication d'un sondage donnant largement victorieux le camp pour maintenir le Royaume-Uni dans l'Union Européenne. Mais regardez cette résistance, hein, ici un 46,68, c'est pas n'importe quoi. C'était le point haut du 4 avril, c'était le cours d'ouverture et le point haut en clôture des respectivement 3 et 2 mai, puis ça avait provoqué un rejet, un avalement baissier, on est reparti. Bon, alors c'est vrai qu'à court terme, on est dans une dynamique de reprise, attention cependant à la force du dollar américain, c'est pour ça qu'au final ça pourrait se maintenir en range. On a cette ligne de tendance rapidement, donc en intraday qui a tenu, mais bon, je sais pas. C'est vrai que là on a un chandelier intéressant, mais j'ai le sentiment que ça se met à plat le GBP-USD, j'en attends pas grand chose. Et de toute façon, si on doit en attendre quelque chose, ce sera uniquement dû au sondage. Là, pour le coup, il y a la macro anglaise et même la Banque d'Angleterre. À court terme, elles sont vraiment mises entre parenthèses par... Maintenant, c'est dans 4 semaines hein, le référendum. Ce sera le 23 juin, le jeudi 23 juin. Donc ça va approcher à grands pas. Là, on tient un 45. Pourquoi pas remonter, mais vers quoi? Un 45,60, un 45,70, bon, sans plus. Le taux de change USD-Yen qui teste donc une ligne de tendance. Alors, USD-Yen, deux choses. Tout d'abord, bon, ça se reprend bien depuis le 2 mai, c'est le dollar américain. Ok, ça c'est intéressant. Cependant, le yen se renforce à court terme parce que ce week-end au G7, la plupart des pays ont appelé la Banque centrale du Japon à ne pas trop influencer sa monnaie. Les pays, les grands pays, sont gênés par le fait que la Banque centrale du Japon cherche régulièrement et se plaigne régulièrement d'ailleurs de la force du yen. C'est peut-être d'ailleurs pourquoi la fois dernière la Banque centrale du Japon n'a pas engagé ce que le marché attendait d'elle. Maintenant c'est difficile. Alors je vais me mettre moi ici en données hebdomadaires. Bon, c'est vrai qu'on a une petite dive haussière, on a fait 3 semaines de rebond. Ça devrait pouvoir continuer. Mais je suis méfiant. On a tapé ce haut de canal. La moyenne mobile à 50 jours. Bon, je vais enlever ce niveau horizontal pour regarder l'essentiel. L'essentiel, c'est la ligne de tendance. C'est vrai que là, on vient de la tester. De là à envisager un achat, je sais pas, je suis gêné. Limite, je serais plus convaincu de la capacité de ce marché à monter davantage si on dépassait la résistance à 110,66. Alors c'est une résistance importante, hein. C'était le point de décrochage du 28 avril, justement, là, quand la BOJ avait déçu. Et là, c'est le haut de ce canal. Mais là, on est sur une ligne de tendance. Alors, pourquoi pas, mais sans plus. AUD-USD continue sa glissade. Bon, ça baisse, c'est baissier. Là, on échoue sous la toute première résistance à 0,7244. Ça reste baissier. Et pour l'instant, rien ne permet d'envisager que cela change. En tout cas, pas l'analyse technique. Le NZD-USD, décidément, lui, on a toujours le double top. La fameuse ligne de coup ici à 0,6822. Bon, alors on se maintient en dessous, d'accord, mais on ne décroche pas pour autant. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? J'ai le sentiment qu'on ne peut vraiment pas en attendre grand-chose. Voilà. Alors, on y viendra peut-être un jour à 0,6670. On a fait 0,6709. Ça se reprend. Mais j'ai toujours envie de penser que cette résistance à 0,6822 reste une bonne résistance. Alors, je vais continuer. Je vous le montre à nouveau, le DXY en données journalières cette fois-ci. Bon, c'est pas mal, vous voyez. Donc ça, c'était l'impact de la Réserve fédérale lorsqu'elle avait pris une décision de politique monétaire. Ça a complètement été neutralisé par les minutes.
Et regardez, donc là on tient ce tout premier support sur le DXY. Donc bon, euh, si les commandes de biens durables, déjà le marché se projette sur la fête du 15 juin. Et en termes macroéconomiques, la véritable, vraie façon de parler, j'insiste là, j'aurais pas dû me répéter, la vraie statuesse de la semaine, c'est les commandes de biens durables. Mais avant ça, il y a des discours de présidents de réserve fédérale, régionale. Ça aussi, ça aura un impact. Et demain, il y aura les statistiques dans l'immobilier résidentiel neuf aux États-Unis. Donc ça reste une résistance, ça se vend, ça peut se vendre toujours pareil, hein, 0,68, 22. Mais parmi toutes ces majeures, celle que j'attends avec impatience, c'est un USD4 qui continue de dériver à plat et qui, allez, peut-être demain, sera au contact de la ligne de tendance. Marché action canadien fermé aujourd'hui, la Banque centrale du Canada mercredi, voilà, une dérive latérale et si on teste, là, ça me paraîtrait intéressant. Je vais regarder le positionnement de la 50H4. Je laisse enlever ces moyennes mobiles. Bon, éventuellement, celle qu'on peut laisser, c'est la 20 jours. Parce que elle a guidé toute la baisse. Elle a changé de pente. Je vais vous montrer en données journalières pourquoi je m'intéresse à la 20 jours. Voilà. Dans toute la phase de baisse ici, depuis le début de l'année, elle avait accompagné. Elle s'est mise à plat. Les prix l'ont franchi. Maintenant, les prix sont au-dessus. La pente est haussière. On a vraiment changé de dynamique. Euro-dollar. L'eurodoll continue son petit bonhomme de chemin baissier depuis les 1,1616 et le rejet violent, la Shooting Star Weekly sous les 1,1616 $, qui était le point haut en clôture déjà en daily du 24 août dernier. L'idée c'est quoi? C'est que ce marché évolue dans un canal à faible pente et il s'y dirige. Vous avez deux lignes de tendance que j'ai tracées ici, une qui attrape les cours de clôture weekly et une qui attrape les mèches basses. Dans tous les cas, j'envisage un repli en direction des 1,1150 cette semaine, petit à petit. Et là, on se maintient sous la toute première résistance à 1,1215, 1,1230. Vous voyez qu'en données journalières, bon, ça c'était le point bas ici du 25 avril, on se maintient en dessous. Alors avec un dollar US qui garderait la main cette semaine, d'ici la Fed et la macro, les indicateurs d'activité, envisager un repli dans cette zone. Ce matin, si on regarde les PMI manufacturiers au sein de la zone euro, donc déjà c'est moins bon qu'attendu pour la zone euro. La France, ça décroche complètement et au final, seule l'Allemagne sauve un peu le groupe. Mais de toute façon, le marché n'aime pas la divergence au sein d'une zone économique. Et là, forcément, ça s'accroît donc entre la France et l'Allemagne dans le secteur manufacturier. Alors, je vais passer sur les indices boursiers. Farid me demande, donc la UD-USD, je vais en dire un mot. Écoutez, la UD-USD, regardez en weekly chart, bon, le chantier de la semaine dernière, il est quand même moche, mèche haute, ça baisse. Vers où à terme pourrait baisser la UD-USD? 0,71, 0,7150. Là, il continue de baissoter, hein, mais la toute première résistance est à 0,7250. Sous 0,7250 $, ça reste baissier. Et il y a d'ailleurs eu un rejet ce matin. Alors, je vais passer aux indices boursiers tout de suite. Le temps que ça charge. Alors, déjà, une chose qui me paraît importante. Vous avez ici le DAX et le CAC en données hebdomadaires. En dépit de l'assèchement des volumes, d'un marché hésitant, qui attend le référendum, qui est gêné par la macro au sein de la zone euro, il y a une dominante en Europe, les supports majeurs tiennent. Mais pour autant, on n'est pas dans une tendance haussière qui permet, comme aux États-Unis, depuis 2 mois, de faire une belle avancée. En Europe, c'est parfaitement flat. Mais les supports majeurs tiennent. Le support majeur sur le CAC, c'est 4230. Le support majeur sur le DAX, c'est 9750. Ce sont deux gros niveaux horizontaux, dont la traduction technique se trouve à 2900 points sur l'Eurostoxx 50. Et pour l'instant, ces supports majeurs tiennent. Alors, on en a parlé ce matin dans le rendez-vous des scalpers. Je vais me remettre ici en données horaires. Je pense qu'on peut faire confiance à cette analyse technique. Donc à 9 h, vous avez une shooting star qui provoque, je calcule, 120 points de baisse.
le marché approche, mais n'atteint pas précisément, mais approche la partie basse du range. Il fait 9807 et remonte direct et retape le haut du range. C'est le principe d'un trading range, on achète le support, on vend la résistance. Alors, l'avantage, je dirais maintenant, sur le GR30 en données horaires, c'est qu'on a un triangle symétrique qui vraiment se dessine proprement. On a cette ligne de tendance baissière qui attrape le sommet du 21 avril et le sommet du 17 mai. On vient d'ailleurs de la taper à peu de choses près. Donc là, ça devrait revenir légèrement sur 9920, 9916, quelque chose comme ça. Si vous regardez l'Eurostoxx 50 en données 4 heures, on peut le tracer aussi le triangle. D'ailleurs, c'est à lui qu'il faut faire confiance, parce que c'est le contrat à terme le plus traité en Europe. En tout cas, les investisseurs internationaux, lorsqu'ils regardent la zone euro, ils traitent le futur Eurostoxx 50. Et chez les gérants, lorsqu'on veut se couvrir, parce qu'ils sont long only, ils n'ont pas le choix, sur un portefeuille action à la hausse, on vend du futur Eurostoxx 50. Donc, on a un beau triangle ici. Je vais mettre le watermark. Comme ça, on va voir de quoi est-ce qu'on parle. Là, c'est le CFD EUSTX 50. Voilà, hop, on va mettre ça là-haut. Voilà. Je vais enlever la grille, comme ça on y verra plus clair. Donc en H4, on a fait quand même à nouveau un chandelier hyper volatile, mais au fond, on se contente de balayer le range. Donc sur l'Eurostoxx 50, la partie haute du trading range, elle passe à 2975, et la partie basse, on l'a testé ce matin. Donc ça, ça me paraît pas mal du tout sur l'Eurostoxx 50. Et sur le GR30, de la même façon, le range triangulaire, il est assez limpide à tracer. Regardez la mise à plat des moyennes mobiles à 20 et 50 périodes en H4. Alors on avait déjà connu ça ici. Donc là elles se sont mises à plat complètement, donc elles n'ont plus aucun rôle. Ça valide le range. Et là, voilà, 9915. On vient de taper le haut du range, on devrait rebaisser vers 9915. J'appelle ça, c'est du day trading, c'est de l'intraday. Bas de range, ça paye, haut de range, ça vend. Et là on a un pivot intermédiaire à 9915. La bourse de Londres, elle, alors j'en ai parlé la semaine dernière parce que je vous ai proposé une stratégie d'achat sur 6060, parce que le range du FTSE, il a l'avantage d'être plus ancien et surtout le support majeur est plus solide. Il remonte à fin février à 6060 points. Regardez en H4, on a repris les moyennes mobiles à 20 et 50 périodes, bon, mais au final on est toujours dans un range ici sur la bourse de Londres, entre 6060 et on va dire 6200 points quoi. Alors c'est pas une surprise, la bourse de Londres se met en range probablement à cause du Brexit qui approche, enfin le référendum en tout cas. Et la zone euro, forcément elle est directement concernée puisqu'il s'agit de quitter l'Union Européenne. Et derrière ça peut créer des précédents, des choses comme ça. Donc au final, c'est pas illogique d'avoir à peu près des configurations techniques similaires entre le FTSE, le DAX, l'Eurostoxx 50, le CAC et consorts. Voilà, écoutez, voilà, le DAX il vient de faire 9915, donc c'est propre, ça marche bien, c'est l'avantage des ranges, les niveaux horizontaux provoquent de beaux effets. On va parler du Bund. Pour quelle raison? Parce que ça permet de voir un peu comment le marché se positionne vis-à-vis des banques centrales. Alors le Bund, la semaine dernière, il a beaucoup évolué, il a fait preuve de volatilité suite à la publication des minutes de la Fed. Ah, attendez, je vais juste l'ajouter. Là, il faut que je recoche tous mes actifs en fait. J'utilise un nouveau compte de démo et vous comprendrez cette semaine pourquoi. Alors, voilà. Le Bund, c'est parti. Et on va regarder tout de suite ce que nous dit son analyse technique. Alors regarde, on vient de taper la MM50H4, 9900. Donc ça c'est l'objectif de ceux qui ont shorté il y a les 20 minutes. Mais c'est un objectif de cours, il est superbe. Et bam, ça paye. Donc, moi, franchement, utiliser les niveaux horizontaux, les bornes extrêmes du range, en H1 vous les voyez bien, et les MM 20 et 50 en H4. Elles sont propres. Si on la brise, on ira chercher la 20. Alors, 88, 91, elles n'ont plus aucun rôle, elles se sont mises à plat. Donc, limite maintenant, il faut faire confiance aux bornes extrêmes chartistes. Ça me paraît être la meilleure stratégie. Le Bund, je vais le chercher. On va le regarder en données journalières tout de suite.
Alors le Bund, que s'est-il passé? Pourquoi ça a payé la semaine dernière? On peut en effet se poser cette question. Alors il y a deux raisons. La première des raisons, je repars de zéro sur le graphique, comme ça au moins ce sera actualisé. On va mettre donc un coup d'eau au watermark. Hop. C'est parti. Voilà. Alors, première chose, la volatilité des marchés actions européens. Alors, qui n'est pas une énorme volatilité, mais en tout cas, le marché actions européen dans une phase d'attente, il s'est mis en range parce que il y a des thèmes d'inquiétude qui ne sont pas encore levés, qui le seront bientôt. Donc ça profite déjà aux achats de Bund, ça c'est une chose. Mais surtout, ce qui a fait réagir favorablement en termes de prix, qui a fait baisser le Bund en termes de prix la semaine dernière, il se reprend depuis 2 séances, ça a été l'envolée des rendements obligataires aux États-Unis suite aux déclarations donc des minutes de la Fed. Alors attention, il y a quand même une corrélation qui tend à diminuer parce que forcément, lorsqu'on voit la macro au sein de la zone euro et qu'on entend la Banque Centrale Européenne parler de taux négatifs, alors que la Fed, elle, la semaine dernière, modifie sa posture violemment et dit en juin, je peux augmenter les taux. Là, c'est même plus une divergence de politique monétaire, c'est un gouffre de politique monétaire, c'est deux mondes à part. Donc là, si le prix du Bund se reprend, c'est aussi parce que même si la Fed monte ses taux, en Europe, ça restera très bas les taux. Et d'autre part, le marché action de la zone euro l'a encore démontré ce matin, il est volatile au sein d'un range, et ça profite donc au contrat souverain de l'Allemagne. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le plan de l'analyse technique? En données journalières, ce marché a tenu une ligne de tendance haussière, et ça c'était il y a déjà quelques semaines. À très court terme, ce que l'on peut en dire, pas grand chose, hormis donc une résistance horizontale ici à 164,58, cette ligne de tendance haussière. Bon. Et là, quand même le sentiment que le marché va s'essayer à un nouveau test des 164,58 parce que le marché action de la zone euro, même s'il tient des forts supports, il n'est pas directionnel. Hein. Ça fait depuis le début du mois de mai, il fait rien le marché action de la zone euro. On a à peu près ces niveaux de prix là. Alors j'enregistre. Je vais vous donner mon avis sur le pétrole et l'or et ensuite je réponds à vos questions. Alors, c'est parti. Donc l'US Oil ne lâche rien. Il bloque quand même sous une résistance que vous constatez ici, qui est le plus haut du 3 novembre, à 48,30. Bon, il se met en range. Le RSI D1 commence à se replier depuis les 70. Ça reste haussier, mais ça peut cette semaine faire un pullback peut-être sur 46,20 ou être globalement neutre. Bon. En tout cas, là, j'ai le sentiment que ça veut un peu baisser. Le dollar est fort. Alors par contre, attention donc à l'once d'or. Lui va baisser dans le bas du canal vers la moyenne mobile à 20 semaines. Et je pense que l'once d'or peut se replier vers 1230 cette semaine. Et essentiellement parce que le dollar est fort. Donc méfiez-vous, l'once d'or n'est pas le bon véhicule pour se couvrir avec la nouvelle force en mai du dollar US et ce nouvel positionnement donc de la réserve fédérale. Alors, je vois que vous avez été très attentif parce que je ne vois aucune question. À part l'AUD USD, à laquelle j'ai répondu tout à l'heure. J'en vois pas. Donc, je vais vous souhaiter une bonne fin de matinée. Vous inviter à rejoindre Sylvain à 13 h pour le 13 h des Day Traders. Et moi, je vous retrouve à 15 h 15 pour l'ouverture des marchés actions US. Merci beaucoup.